Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Slow Business des entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marlène Ferrero-Varsino qui est copilote des Créa Freelance et on va parler d'une question hyper intéressante, peut-être un peu épineuse pour certains. En gros, la question c'est pourquoi tu devrais travailler sur ta rentabilité même si tu ne cherches pas à t'enrichir. Et pour ça, Marlène, je pense qu'elle va avoir plein de choses à nous partager. Bienvenue Marlène, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Laurence de m'accueillir. Alors, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais et pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui? Alors, comme tu l'as si bien dit, je suis copilote des Créa Freelance. Les Créa Freelance, ce sont les graphistes, les web designers, les illustrateurs, les photographes, tous les professionnels de la communication visuelle et du design graphique. Et je les aide à développer une activité fertile. Donc, fertile, c'est qui part de soi et dans laquelle vraiment on est bien, dans laquelle on s'épanouit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et notamment, je les aide à développer leur business model et à construire leurs offres. Et donc, forcément, la stratégie tarifaire, c'est un sujet qui est au cœur de ces aspects-là. Et d'ailleurs, j'ai aussi un programme en ligne pour apprendre à construire ses prix de manière stratégique et surtout à être à l'aise avec. Et d'ailleurs, je l'ai appelé Je kiffe mes tarifs parce que c'était important que le plaisir et l'aisance pour aborder les tarifs soient au cœur de cette thématique. Ouais. Alors justement, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la question des tarifs, alors je ne sais pas si c'est très franco-français, que ça soit presque tabou, ou en tout cas un truc sur lequel on n'est pas à l'aise au départ, parce que c'est lié à la valeur, c'est lié à plein de choses qui ne sont pas forcément liées au business, mais vraiment à cette perception qu'on a et de soi et de ce qu'on produit, j'imagine. Et alors qu'en fait, c'est une donnée comme une autre, il me semble, et ça permet de faire plein de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et je pense qu'il y a forcément, certainement une part culturelle. En tout cas, c'est ce qui se dit qu'en France, on est particulièrement mal à l'aise dès qu'il s'agit d'argent. J'ai même entendu l'autre fois qu'en France, il valait mieux, on était plus à l'aise pour parler de sexe que d'argent, donc ça en dit déjà beaucoup, alors que dans d'autres pays, ils vont avoir plus une pudeur sur toute la sphère intime. Mais non, nous, en France, c'est l'argent. Donc oui, il y a certainement cet aspect-là. Après, je pense qu'en fonction des métiers, et en fonction de l'éducation qu'on a eue, des valeurs qu'on prône, on va être plus ou moins à l'aise avec cette notion d'argent. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être très ancré, même on pourrait parler en politique de très gauche ou très droite. Enfin, il y a un côté avec ce monde capitaliste qui forcément fait réagir. On adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et on peut être effectivement très mal à l'aise ou avoir l'impression que l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mal. Avoir en tout cas une malaisance, une réticence, un rejet parfois de ce rapport à l'argent. Et qui, quand on développe une activité indépendante, pose problème en fait. Vraiment, c'est un blocage qui peut avoir de lourdes conséquences pour le développement de l'activité. C'est comme s'il y avait une croyance que s'enrichir, moi j'ai l'impression comme la plupart de mes clients et des personnes de mon entourage pro sont vraiment dans une activité au service de l'humain, peu importe le métier qu'il y a derrière, mais je retrouve à chaque fois cette fibre-là de rendre service aux autres et être dans cette approche-là. Et c'est comme si il y avait une croyance qui disait, les gens qui sont au service de l'humain ne peuvent pas être riches. Et donc, à quoi ça sert de développer son chiffre d'affaires et s'enrichir, alors qu'en fait, non, moi, je suis humble et je ne sais pas, il y a tout
toute des croyances, je trouve, autour de ça, alors qu'en fait, c'est pas si simple que ça, il me semble, hein, pour avoir pas mal travaillé sur le sujet, entre autres avec toi, euh, que c'est pas une question de s'enrichir, c'est finalement l'argent qu'on génère, c'est de la ressource, c'est de l'énergie, et on peut faire des choses avec. Oui, mais alors complètement, hein, je suis complètement d'accord avec toi, mais au-delà même de l'idée de s'enrichir, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à s'enrichir sur le dos de mes clients, s'enrichir sur le dos des autres. Et ça, c'est une dimension supplémentaire parce que s'enrichir dans l'absolu, c'est le rapport de soi à soi et sans avoir forcément envie de s'enrichir. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent quand même pour gagner de l'argent et ont envie d'en gagner. Là où ça pose problème, c'est ensuite quand il s'agit de récupérer cet argent de la part des clients. Et c'est le rapport à l'autre finalement qui est interrogé quand on est dans cette problématique-là, parce que c'est je me fais de l'argent sur les problématiques des autres, au lieu de voir l'aide. Peut-être aussi d'ailleurs que, tu vois, j'y pense là en le disant, mais peut-être que le fait, quand on considère qu'on a un métier d'aide, quel que soit le sujet, l'aide, c'est quelque chose qui peut se donner aussi gratuitement. Ou si on a un métier passion, des fois, la problématique aussi, c'est de se dire, pourquoi je me ferais payer pour faire quelque chose que j'aime. Enfin, quelque part, on se fait payer pour faire quelque chose qu'on n'aime pas, qui est douloureux, et l'argent vient compenser cette douleur. Mais du coup, si on aime faire ça, si c'est un talent, un don, je pense notamment justement à tous les créa freelance, mais quand on est aussi dans de l'accompagnement au service de l'humain, des thérapeutes, des coachs, ils peuvent avoir aussi cette problématique sous un autre angle. En tout cas, quand on apporte de l'aide, que la personne en face a une problématique, voire une souffrance, il peut y avoir comme un non-sens ou en tout cas un malaise à récupérer de l'argent de cette douleur-là, de cette souffrance-là. Alors, si on garde cette vision-là au sujet de l'argent, de ces tarifs, de l'argent qu'on demande en échange, ça pose quel problème à terme, selon toi, de rester dans cette croyance-là? In fine, si on va au bout du bout, si on refuse de regarder aussi notre activité d'un point de vue de rentabilité, souvent ce mot fait peur, et donc du coup, si on est réticent à se faire payer pour ce qu'on propose, qu'on a du mal à avoir des tarifs justes par rapport à la valeur qu'on délivre, et bien en fait, tout simplement, au bout d'un moment, l'activité ne peut plus se développer, ne peut même plus survivre, et on en vient à ne plus pouvoir aider personne. Donc en fait, il y a une espèce de cercle vicieux, et quand on comprend cette spirale un petit peu qui peut être soit vertueuse, parce que si on se fait payer à notre juste valeur, on reçoit de la reconnaissance, on reçoit plein de choses en fait à travers ce tarif, à travers l'argent qu'on reçoit, on ne reçoit pas uniquement de l'argent qui nous permet de vivre, en fait, ça nous offre un retour de valeur, ça nous offre vraiment beaucoup de choses qui font qu'on va pouvoir continuer et dans la motivation de faire ce qu'on fait et dans l'envie de continuer d'aider ces personnes-là, parce que voilà, c'est gratifiant de voir qu'on a apporté de l'aide, du soutien, etc. Et on va avoir la ressource, comme tu le disais tout à l'heure, l'argent, c'est une ressource. On va avoir la ressource de continuer cette activité, de continuer à la développer, de continuer à l'exercer, parce que tu me posais la question, qu'est-ce qui se passe si on reste bloqué dans cette croyance que l'argent, c'est mal et qu'on a du mal à se faire payer? Mais en fait, il arrive un moment où la réalité va se rappeler à nous et on ne va pas pouvoir continuer l'activité, on va être obligé de chercher, alors des fois dans un premier temps, un boulot complémentaire, mais des fois de carrément arrêter et puis de se recycler dans un boulot qui nous plaît peut-être moins, qui a moins de sens pour nous ou quoi que ce soit, mais qui va nous permettre de remplir le frigo, quoi, tout simplement. Oui, en fait, ce que tu dis, pour résumer, c'est que en fait, si on veut garder en ligne de mire cette intention d'être au service de l'humain, on doit forcément développer une activité rentable un minimum, parce que sinon, on peut plus aider personne si on reçoit pas de quoi se développer correctement pour répondre d'abord à nos propres besoins. En fait, on peut plus aider personne, quoi. Voilà, en fait, la rentabilité, même si ce mot, des fois, il fait peur, il fait tiquer, c'est pas juste un luxe, hein, c'est une nécessité. Pour toute activité, être rentable, c'est-à-dire que ça rapporte à minima autant que ça coûte, mais un peu plus même pour pouvoir avoir une marge de développement.
c'est la base, quoi. Si on n'a pas ça, on ne peut pas continuer. Ouais. On va continuer un temps parce qu'on aura peut-être des ressources personnelles, hein, on va serrer la ceinture, etc. Mais en fait, ce n'est pas viable sur le long terme. Et donc, du coup, on prive. Si on le voit même, si on pousse, alors je vais peut-être être un peu cash en disant ça, mais il y a le fait de rester bloqué avec une croyance face à l'argent et de refuser d'aborder son activité avec un objectif de rentabilité. D'une certaine manière, c'est un peu égoïste parce que ça veut dire que on va priver les personnes qui ont besoin de notre aide de cette aide-là, à moyen ou long terme. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer de la développer tout simplement parce qu'on n'aura pas voulu regarder en face cette croyance qui nous bloque. Donc ouais, c'est pas très... ça va peut-être choquer un petit peu de le dire comme ça, mais si on a un boulot centré sur l'humain, qu'on a à cœur d'aider les autres et donc du coup qu'on est profondément altruiste, c'est une nécessité de faire en sorte que notre activité soit rentable, ne serait-ce que pour nos clients, pour les aider, continuer de les aider. Et peut-être, est-ce que, alors justement, si on commence à regarder un peu des pistes pour faire sauter cette croyance ou ces blocages et voilà, revoir un peu sa vision des choses, est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu dirais d'imaginer que son activité, c'est un peu un être vivant à part, alors, qui vient de nous, bien sûr, hein, mais et comme un être vivant dont on aurait la responsabilité, il faut bien le nourrir. Il faut bien lui donner un minimum, remplir ses besoins de base et de fonctionnement, mais aussi de lien, comme un autre être vivant, en fait. Hein. Et, Un minimum de confort, de sérénité, voilà. de confiance aussi. Exactement, je partage complètement cette analogie avec toi. Et du coup, je trouve que ça court-circuite cette idée que, voilà, que c'est mal ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, on a créé un autre être vivant qui nous ressemble beaucoup. D'ailleurs, on dit souvent que notre entreprise, c'est notre bébé. Enfin, il y a quand Ouais. même beaucoup d'émotionnel qui est mis là-dedans. Ouais. Et je pense que l'aider à vivre et à grandir, ça vient aussi de notre tripes en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y a cette notion de s'enrichir ou pas s'enrichir dans l'absolu, mais finalement, j'ai vraiment l'impression que le problème principal, il est de s'enrichir sur le dos des autres. On a l'impression que... je le vois quand alors, pardon, je finis pas mes phrases, mais je vais essayer de formuler ma pensée. Je le vois avec certains clients que j'accompagne, où en fait, dans la phase de vente, ils sont bloqués par cette idée que c'est eux qui ont à y gagner, en fait, que le client va en achetant ce qu'il propose, va leur rendre service. Et là, on a tout faux, en fait, quand on est dans ce paradigme-là. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Et une des façons, pour répondre aussi à ta question de comment on peut s'aider à se sortir de ces croyances-là, une des façons que je trouve efficace, c'est d'analyser son propre comportement en tant que client et en tant qu'acheteur. Ouais. Et en fait, quand on se rend compte que soi-même, quand on achète quelque chose qui va nous enlever une épine du pied, qui va vraiment nous sauver d'une problématique qui était lourde pour nous, en fait, on est tout content de l'acheter. Et on est tout content de payer à la valeur de ce qu'on reçoit. Et rien que ça, en fait, rien que d'observer ça, ça permet, je trouve, d'apaiser cette relation et à la vente et au tarif. Et de se constater qu'en fait, on ne cherche pas toujours, nous, en tant qu'humains, en tant qu'acheteurs, en tant que consommateurs, on ne cherche pas forcément toujours le moins cher, on ne cherche pas toujours... quand quelque chose a de la valeur pour nous, on va avoir tendance à vouloir renvoyer cette valeur par le prix. Peut-être ça t'est déjà arrivé à toi, Laurence. Moi, je crois que ça a dû m'arriver aussi, et certainement aux gens qui nous écoutent aussi, des fois de dire à la personne de nous payer, qu'on veut la payer plus cher que ce qu'elle propose. Et donc ça, c'est bien le signe que il n'y a pas d'arnaque en fait entre l'acheteur et le vendeur quand on est bien sûr dans une relation saine. Là, on parle à des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Je dis pas que toutes les ventes se font de manière honnête, qu'il n'y a pas ni d'arnaque ou de vendeurs de tapis qui essayent de refourguer tout à n'importe qui. Bien sûr qu'il y a tout ça qui existe, et c'est certainement ce qui nous pollue et qui nous donne une mauvaise image de ces transactions, et donc par ricochet des prix.
parce qu'on a cette croyance que le vendeur va forcément vouloir vendre le plus cher possible et que l'acheteur va forcément vouloir acheter le moins cher possible. Et donc, du coup, on est dans une espèce de conflit interne où on ne veut pas être ce vendeur-là. En fait, on ne veut pas être associé à ces vendeurs de tapis, ces personnes qui n'ont aucun scrupule et qui cherchent juste à faire de l'argent pour faire de l'argent. Mais quand on observe notre propre comportement d'achat et qu'on voit que si on arrive à cultiver des relations saines avec nos clients, avec nos prospects, on voit qu'il y a aussi un terrain de confiance qui se crée. Et il y a peu de chances quand même que les gens perçoivent cet aspect chez nous alors qu'il n'existe pas. Donc, on peut aussi s'apaiser là-dessus, se dire, bon, ben voilà, on véhicule en fait par ce qu'on dit, par ce qu'on communique. Il y a les réseaux sociaux maintenant qui font beaucoup qui ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Mais voilà, on diffuse, on a une image, on diffuse quelque chose de nous, de notre personne, qui fait que les gens nous perçoivent et nous comprennent en tant qu'humains et les intentions qu'on a, la démarche qu'on a, la philosophie qu'on a, avant d'avoir connaissance de nos prix. Et donc, du coup, ce n'est pas par le prix que le jugement se fait. Le prix, c'est juste un indicateur derrière. Mais avant, il y a un contact d'humain à humain, même s'il est indirect, même s'il est digitalisé. Et c'est ce contact-là qui va donner une première impression, en fait, et qui va permettre au client de se faire une première idée, un premier jugement, et qui fait que ensuite, si la transaction est honnête, qu'on le fait avec le cœur, qu'on est heureux de proposer une aide à la personne et qu'en retour, elle est heureuse d'avoir trouvé une solution à son problème, il n'y a aucune raison qu'on soit dans la sphère du vendeur de tapis, de l'arnaqueur ou du vendeur sans scrupule, en fait. Oui, et d'où l'importance aussi. Alors, tu parlais de communication, je pense que c'est effectivement hyper important, c'est pas moi qui vais le dire le contraire, sur la compréhension du tarif avant même son acceptation, c'est juste de comprendre ce qu'il y a derrière. Et du coup, aussi, la dernière étape, c'est de bien savoir mettre en valeur aussi ce qu'on va avoir en échange de ce tarif-là et la valeur attendue, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'échange qu'on vient chercher, voilà, une prestation, une création, quelque chose en tout cas, mais aussi tout ce qu'il va y avoir, alors pas forcément d'implicite, mais en plus, qu'on n'aurait pas eu autrement, parce que c'est toi, parce que c'est soi, notre façon de faire. Et ça aussi, c'est ce qu'on vend, entre guillemets, ça fait partie de l'échange. C'est pas juste le produit qu'on va livrer, mais c'est aussi tout ce qu'on est et tout cet être vivant là qu'on a créé. Voilà, c'est ça qu'on achète en fait. Exactement, je suis la première à le répéter à longueur de journée, tout part de soi. Donc effectivement, ce qu'on donne à travers ces échanges de valeurs, c'est une partie de soi quand même à chaque fois. Et même au-delà de ça, souvent on a tendance, quand on aborde nos prix, quand on regarde nos prix, à regarder l'échange de valeurs uniquement sous l'aspect du livrable. Par exemple, voilà, un thérapeute, il va vendre 1 heure de son temps pour faire une séance de thérapie. Un graphiste, il va vendre le temps qui lui aura permis de faire, ou alors même dans le livrable, le logo, la plaquette, etc. Et en fait, on regarde les choses uniquement sous cet aspect-là, alors que ce que le client achète derrière, c'est ce qu'on venait de dire juste avant, c'est qu'il achète une solution à son problème. Donc, il achète, en plus d'acheter ce lien avec nous et tout l'implicite, l'intangible qu'il va y avoir autour, il achète ce qui devient possible pour lui grâce à cette prestation. Et on le voit souvent, on prend les exemples iPhone, etc. Pourquoi finalement ça se vend hors de prix par rapport à d'autres smartphones qui ont déjà un prix élevé en général. C'est bien parce que derrière, ce que la personne achète, c'est pas uniquement le fait de pouvoir téléphoner, c'est pas uniquement les fonctionnalités de l'appareil en lui-même, c'est effectivement tout ce que la marque dégage, mais aussi, et c'est là où ça va plus loin, c'est ce que ça va dire de ces personnes qui posséderont ensuite un iPhone et comment ça les aide à appartenir à une communauté, à se sentir, voilà, je ne sais pas ce que ça dit d'eux, moi j'ai pas d'iPhone, donc je ne sais pas ce que ça dit d'eux, mais en tout cas, c'est tout ça qu'ils achètent en plus de l'appareil. Et c'est exactement pareil pour un indépendant. Ce qu'il vend, c'est bien sûr le livrable, donc ça c'est la promesse qu'il fait, elle est directement liée au livrable, mais à ce qui devient possible derrière aussi. Et c'est là où est toute la valeur. Et
finalement, le prix, il n'est pas tant relié uniquement au coût que ça a pour la personne, pour l'entrepreneur, même si c'est un élément incontournable pour la rentabilité dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a vraiment toute cette dimension de valeur qui va être reçue derrière, qui est à prendre en compte. Et ça aussi, quand on le rajoute dans l'équation, on n'est vraiment plus dans l'idée de s'enrichir sur le dos de quelqu'un d'autre, parce qu'on se rend compte que vraiment, ce qu'on apporte permet de grandes choses en fait pour la personne. Va vraiment des fois voilà, transformer sa vie ou transformer un aspect de sa vie ou par ricochet. Et donc du coup, ça prend une autre dimension. Et il y a une question que j'aime bien poser quand les personnes ont du mal en fait à cibler la valeur qu'elles offrent et qu'elles créent pour leurs clients. C'est de réfléchir, de se demander comment ce que je fais là dans mon activité va impacter la vie des arrière-petits-enfants de mes clients. Wow. Et en fait, en se posant cette question-là, on se rend compte que ce qu'on crée va avoir des effets comme un peu l'effet papillon, enfin des effets par ricochet, qui vont faire que le petit truc, ce qui nous paraissait nous un petit peu insignifiant et qui faisait qu'on a été peut-être mal à l'aise de mettre une certaine valeur, un certain prix par rapport à ça, va vraiment avoir des répercussions derrière. Dans le cas, par exemple, de mes clients, par exemple graphistes, quand ils font une identité visuelle pour un entrepreneur, ils lui permettent d'être en confiance et de se sentir à l'aise avec leur image, de continuer de développer leur activité alignée avec l'image qu'ils veulent donner, etc. Finalement, d'être fiers de ce qu'ils font, de continuer à construire, de donner ce modèle-là à leurs propres enfants qui pourront à leur tour vivre leur vie de manière plus épanouissante, en tout cas en croyant que c'est possible et en allant au bout de leurs projets et de leurs rêves. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui derrière font que les générations suivantes sont directement impactées par un logo. Alors bien sûr, là ça paraît peut-être un peu too much. Oui, on ne va pas le mettre sur la facture, mais par contre... Voilà, exactement, c'est pas ce qu'on met sur la facture. Mais par contre, c'est quand même des effets qui se crée, et je pense que ça peut être encore plus flagrant pour justement toutes les professions. Je pense que tu en as beaucoup dans ta communauté qui sont ou thérapeutes ou coachs ou voilà, qui vont avoir qui vont dans ce qu'ils proposent permettre des transformations vraiment concrètes dans la vie des gens, dans la personnalité des gens, et qui font que leur vie ne sera plus la même après. Et donc forcément tout ce qui va en découler derrière va être pas la conséquence seule de cette prestation-là, mais ça aura contribué à tout ça. Oui, et je rebondis là-dessus. Je pense qu'on peut même aller... ça ne concerne pas uniquement ces métiers de l'accompagnement et de la transformation de l'humain. Je pense notamment à des clients qui sont dans les métiers manuels, qui sont dans l'artisanat, qui sont sur des métiers... où à la fin, il y a un objet, où on a l'impression que c'est quelque chose de fini, tu vois, fini dans le sens, voilà, c'est un objet, et on pourrait croire qu'un objet ne va pas changer une vie, et pourtant, je pense à ces artisans relieurs qui, vont peut-être juste rassembler tous les dessins d'enfance d'une personne disparue. C'est juste un livre à la fin, mais n'empêche que la transformation, elle a quand même lieu parce que... mais surtout avec des personnes disparues, là, tu mets oui, je fais... Non, mais voilà, c'est pour montrer aussi... c'est un peu fait exprès parce que je sais que les métiers où on fabrique un objet... surtout quand c'est dans le secteur de l'artisanat, j'ai l'impression, encore une fois, mais qu'il y a, voilà, on a l'impression qu'on vend juste un objet et qu'il n'y a pas de transformation, mais pourtant, le nombre de ces objets qui catalysent à eux seuls plein de choses et qui font quand même une transformation à la fin, c'est juste un moyen détourné, mais je pense qu'à partir du moment où on est devenu entrepreneur, j'imagine en tout cas qu'il y a forcément cette racine de contribuer à quelque chose, quoi, transformer, et peu importe le moyen qu'on trouve pour y arriver, quoi. Et même, tu vois, pour poursuivre dans ce que tu dis, même un objet qui peut paraître, là, tu as parlé de personnes disparues, donc forcément, on sent que la charge émotionnelle est très forte. Mais sur un objet, je ne sais pas, qui paraît plus
un mug, voilà, fait en poterie, voilà, un truc plus classique, un objet du quotidien, on pourrait croire que voilà, c'est juste un mug. Mais en fait, si on achète ce mug à ce potier-là, qu'on a voilà, pris contact, découvert son expertise, sa vie, etc., et qu'on fait aussi cet effort de l'acheter à un prix qui est forcément supérieur à celui made in China qui sera… Voilà. Donc, en faisant ça, on ouvre aussi un champ des possibles pour soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on modifie notre comportement d'acheteur, où on fait par exemple un choix conscient d'un achat, etc., on ouvre la porte à ce que nos clients puissent faire la même chose. C'est pour ça que le parallèle, il est souvent à faire entre notre propre comportement d'acheteur et le comportement d'acheteur qu'on veut de nos clients. Si on a un comportement d'acheteur où on recherche toujours moins cher, on est toujours en train d'essayer de négocier les prix, etc., forcément, on va s'attendre à ce que notre cible, nos clients, fassent de même, et on sera toujours dans cette mentalité-là. Si soi-même, on fait attention à ça, en fait, on fait attention à comment on réagit face à la valeur affichée d'un prix de quelque chose qu'on a envie de se procurer, eh bien, on va voir que indirectement, enfin de manière très subtile, ça va modifier le comportement d'achat de nos clients parce que ça va déjà modifier notre propre posture par rapport à nos prix, par rapport à notre façon de voir tout cet aspect de vente et enfin voilà, tout cet aspect-là. Et donc, en fait, voilà, de fil en aiguille comme ça va modifier notre posture. Et donc, notre posture ayant changé, ça va modifier aussi la posture de nos acheteurs. Et ça ouvre des possibilités. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un achat un petit peu élevé, qui m'avait demandé un effort financier, qui m'avait demandé une réflexion, etc., ça a ouvert ensuite derrière des portes pour moi dans ma vie d'entrepreneur, en fait. Ça a rendu possible le fait que j'augmente certains prix, j'apporte, que j'ai confiance un peu plus dans une certaine valeur de ce que j'apportais, etc. Et ouais, je pense qu'une des façons de se délester un petit peu de cette problématique liée à l'argent, c'est de modifier son propre comportement d'acheteur, de réfléchir rentabilité aussi pour les personnes, alors sans compter pour eux combien ça leur coûte, est-ce qu'ils sont rentables, etc. Mais simplement quand on veut acheter quelque chose, se dire aussi, ben voilà, par mon acte d'achat, j'aide une entreprise à continuer de se développer, j'aide cet artisan, ce coach, ce thérapeute à continuer de faire ce qu'il fait. Et rien que ça, c'est hyper gratifiant pour soi, mais ça permet aussi d'enclencher un peu un cercle vertueux qui va nous sortir un peu justement de la spirale vicieuse dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'on n'arrive pas ensuite à développer son activité, qu'on est obligé de l'abandonner faute de rentabilité. Et alors, il y a un dernier angle qui me vient pour montrer à quel point cette notion de rentabilité, elle est vitale et elle n'est pas, elle est pas liée à tout ce qu'on vient de dire en termes de croyances limitantes. C'est que moi, je me dis que si vraiment j'ai en face de moi quelqu'un qui est encore hyper réticent au fait de être rentable, en tout cas de travailler sa rentabilité et donc ses tarifs, etc. Et ben, si vraiment on se sent comment dire, voilà, qu'on est tellement dans l'altruisme, alors on est tous, je pense qu'on est tous altruistes à différentes proportions, mais que si vraiment on veut être dans ce don gratuit, dans ce… voilà, sans forcément… Et que pour certaines personnes qui n'auraient pas les moyens de s'offrir nos services ou nos produits, et ben, la rentabilité permet aussi de pouvoir, pour ceux qui le peuvent, et de nous acheter un service, un produit à sa juste valeur. Et derrière, cette rentabilité, cette marge qu'on aura peut aussi nous permettre d'aider des personnes ou de réduire certains tarifs, de faire des prix solidaires pour des personnes qui n'auraient jamais eu la possibilité de le faire, de s'acheter nos services et qui pourtant vont y arriver. T'en penses quoi ? Je pense qu'on en avait déjà parlé. Hein. Ouais, on en avait déjà parlé parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on réfléchit ces prix de manière stratégique, à la fois micro, c'est-à-dire la prestation en elle-même, combien je la vends, mais à la fois au niveau macro, comment un cran au-dessus, j'envisage l'ensemble de mes offres, l'ensemble de ce que je vends pour pouvoir avoir une certaine forme de rentabilité. Et notamment dans le cas des indépendants, quand il y a de la stratégie de contenu autour, par exemple là, toi, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, toi comme moi, on est en train de faire du don de notre temps. Et donc forcément, ça veut dire que nos offres
nos offres payantes permettent à la fois de nous rémunérer, de utiliser notre activité, ouais. à la fois sur la partie gratuite et sur la partie payante. Et donc, ça, c'est des différentes strates et ça dépend des choix stratégiques que chacun va faire, de la philosophie de vie. Est-ce qu'on a envie d'avoir qu'un public payant ou est-ce qu'on a envie de pouvoir donner à différents niveaux, différentes échelles et faire en sorte que tout ça vive bien ensemble et qu'on puisse continuer de développer le business, l'activité. Et ce qui me vient, c'est que du coup, on parlait tout à l'heure de montrer, aider notre public, notre cible à comprendre ce qui devient possible grâce à ce service, ce produit et ce que ça permet. Et on peut finalement faire le chemin inverse pour soi aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça permet de vendre un produit, une prestation à ce tarif-là? Qu'est-ce que ça nous permet dans notre activité? Comme tu viens de le dire, de se prendre un moment pour enregistrer le podcast, de finir 1 heure plus tôt le vendredi, j'en sais rien. Et tout ça, comme tu l'as dit, ça dépend de ses objectifs de vie et des objectifs pro et que les deux sont liés. Donc, en fait, on peut se poser la même question dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce que ça permettrait de vendre cette chose à ce tarif-là Qu'est-ce que j'ai envie que mon activité me permette aussi? Quelle vie j'ai envie d'avoir? Comment je construis une activité qui va être au service de ma vie et non pas une activité de laquelle je vais être esclave parce que justement, je serai à cette course à la rentabilité. Donc, comment j'organise tout ça? Quelle est la valeur que j'apporte à mes clients au-delà seulement du coût que ça me coûte de réaliser la prestation. Et en fait, quand on prend un peu de la hauteur par rapport à tout ça, déjà, on se réconcilie avec ses tarifs, avec sa rentabilité, etc. Puis après, il faut, comme c'est un peu ce qu'on disait au début, il ne faut pas oublier que c'est un deal gagnant-gagnant et que du moment où nous, on est content de pouvoir offrir ça à nos clients à ce prix-là et que ça sécurise notre activité, ça nous permet de continuer à la développer, etc. Et qu'en face, on a des clients qui sont contents de recevoir cette valeur-là achetée à ce prix-là, eh ben, c'est OK. Et je voudrais aussi rajouter, tu vois, en parlant de ça, que le prix participe aussi à la satisfaction du client. Et on voit bien, quand on a des prix trop bas, on a tendance à attirer des mauvais clients. Alors, c'est pas une généralité, mais on va quand même avoir plus tendance à avoir des clients avec qui ça va mal se passer ou moins bien, qui vont attribuer en fait moins de valeur à ce qu'on donne et donc du coup qui vont être moins impliqués, qui vont moins recueillir de valeur derrière. Dès qu'on a des prix un peu plus élevés, les actes d'achat vont être des choix plus conscients. Non pas que les clients ont forcément plus les moyens, mais simplement, ils veulent vraiment travailler avec nous, ils veulent vraiment obtenir les résultats, ils ont vraiment une conscience de ce que ça va leur apporter. Et donc, forcément, la relation est plus saine et tout derrière est plus sain. Donc, avoir des prix justes, c'est aussi une manière de rendre service à son client, en fait, de lui permettre de mieux profiter des bénéfices qu'il va recevoir de ce qu'on propose. Et clairement, je pense que ça aussi, vous pouvez tous vous poser la question, est-ce que si ce que je faisais était gratuit ou était ridiculement peu cher, est-ce que j'aurais les mêmes résultats? Moi, clairement, c'est non. Ouais, moi, je sais que c'est non. Toi, Laurence? Non, c'est sûr. Et puis le plaisir de le faire, le plaisir de ne pas être du côté prestataire, d'avoir ce confort de faire des petits... Parfois, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, on regarde ce qu'on enlève, il y a plus de marge de manœuvre, il y a plus de fluidité à repenser en cours de route une prestation parce que justement, elle était déjà bien estimée juste, on va dire, dans le tarif au départ et pas seulement en termes de temps passé, mais aussi de cette rentabilité qui va permettre cette souplesse et que ça va préserver la relation derrière, quoi. Oui, complètement. Bon, je voulais pas avoir le volume de la fin. Qu'est-ce que sur quoi on pourrait conclure donc, si je résume, donc vraiment, son activité, c'est comme un organisme vivant qu'il faut nourrir parce qu'il faut bien qu'on puisse se rémunérer au départ déjà de base et puis avoir suffisamment de marge pour pouvoir nous aussi investir sur des choses qui vont nous permettre de nous développer ou de garder du temps pour soi ou en fonction de ses objectifs. Et
parlerais même de pérenniser, en fait. Peu importe que ce soit avec un développement en croissance ou un développement stable, c'est le côté faire perdurer cette activité, faire perdurer l'aide qu'on apporte pour pouvoir continuer d'en apporter encore et encore. Et ça, sans rentabilité, en fait, c'est pas possible. Donc, la rentabilité, c'est pas le grand méchant, l'esprit capitaliste à tout prix, j'écrase les autres et peu importe, je pense qu'à cette rentabilité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment juste de prendre conscience que si on veut pouvoir continuer de faire ce qu'on fait, comme on le fait, pour qui on le fait, d'apporter encore cette aide-là longtemps, et ben, en fait, il faut juste être rentable. Et c'est à minima, quoi, c'est la base, le minimum requis. Bon, bah, c'est une chouette conclusion du coup. Et ben, merci Marlène pour cet épisode passionnant pour parler rentabilité. Je te remercie pour ta présence et on se dit à bientôt. Merci à toi Laurence. Salut. Salut. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.